Bonjour à tous. Donc je m'appelle Florent Counor. Je suis team leader d'une équipe d'ingénieurs au sein d'une entreprise qui s'appelle AIO. C'est une entreprise qui conçoit et fabrique des Karakuri Kaizen. Alors les Karakuri Kaizen, ce sont des équipements qui ont la particularité d'être autonomes en énergie, c'est-à-dire sans énergie électrique, pneumatique ou hydraulique, et qui ont l'objectif de supporter le geste opérateur dans l'industrie d'assemblage. Donc principalement l'automobile, l'aéronautique et l'électronique, nos principaux clients. La présentation va se dérouler il y aura 2 volets. Un premier où on explique ce qu'est le Karakuri Kaizen avec plusieurs exemples vidéo. Et le second, on va effectivement voir pourquoi le Karakuri Kaizen est devenu un enjeu majeur pour Toyota. Alors là, vous allez voir une petite vidéo. Elle se lance toute seule ou pas? Elle se lance. Petite vidéo décrivant le Karakuri. からくりっていう言葉自体が英語にもならないですから、やっぱりわからないみたいで、パッと見には何の動きもないように、そのままに見えるんですけど、実はびっくりするようなものが実はその裏に隠れてる。コップにお茶を置いた時に、そのお茶のコップの重さによってこう動くような人形があるわけですね。ちょっとした力を加えることによってそれが動き出すっていう、やっぱり驚きじゃないですか。びっくりさせるような動きをさせるものっていうものがやっぱり歴史の中でも人形として現れている。Donc ça, c'est une vidéo qui était une vidéo promotionnelle de Mazda, qui a développé des systèmes astucieux de sièges. Vous voyez des banquettes rabattables, système mécanique astucieux, et qui l'ont nommé en l'honneur, ils l'ont nommé Karakuri. Donc ils expliquent donc l'histoire du Karakuri comme celle de poupées finalement, Karakuri Doll. Qui, à la faveur d'astuces mécaniques simples, arrivait donc du coup à surprendre le visiteur. Aujourd'hui, donc le Karakuri, dans l'industrie telle qu'on le voit maintenant, a un premier point de départ. Le Karakuri n'a pas pour but de chercher une meilleure performance, mais de rendre le travail plus facile. Alors du coup là ici je vous ai mis une petite vidéo également, encore une, où on vise à supprimer plusieurs pénibilités. Ça c'est un exemple assez ancien pour un supplier de Nissan, qui s'appelle Calsonic Kansei. Donc on cherche à enlever 3 pénibilités. La première c'est celle de mise à hauteur du bac, donc c'est en réalité un kit pour le logisticien, vous le voyez ici. La deuxième, c'est d'assurer donc le transfert, la pénibilité du porté du bac, donc du transfert automatique. Et la troisième, celle que vous voyez ici, c'est une mise en picking pour l'opérateur, donc celui-ci qui assemble, l'opérateur qui donc là ici dans le flux, on a qui assemble directement sur l'AGV que vous voyez et qui a ses pièces à disposition. Donc on voit qu'avec cette mise en picking, on favorise son visuel sur les pièces qu'il a à venir prendre, et également la distance, la distance avec à la main avec l'objet. Il y a une première définition du Karakuri qui a été donnée par le docteur Tsumura, qui nous dit: le mécanisme est simple, pas d'argent dépensé, donc c'est-à-dire un mécanisme frugal. Et donc les améliorations sont faites en éliminant finalement Muri, Mura et Muda. Le résultat permet de générer
d'émuler finalement la créativité des collaborateurs. Et l'ensemble est sans énergie. Alors là, vous avez un exemple. Donc, la théorie du Karakuri nous demande donc d'avoir des équipements simples à faible poussée et nous oblige parfois à réorienter nos clients pour diminuer les tailles de lot afin de diminuer les batchs ainsi transportés. Donc là, vous avez un contre-exemple donc d'un Karakuri assez complexe. On y est arrivé bien sûr, mais on a raté quelque chose avec ce client. Donc vous voyez ici le batch avec des bacs empilés. Un des enjeux majeurs du Karakuri, ça nous permet d'essayer de travailler sur les bonnes problématiques. Là ici, on avait un client qui nous a demandé, il avait une contrainte en l'occurrence de footprint assez forte. Il avait malheureusement aussi besoin d'un encours important pour l'approvisionnement ici de ce poste. Et donc du coup, son footprint était trop important. Donc la solution qu'on lui a apportée, c'est de pouvoir réaliser un FIFO sur 2 voies différentes, afin de pouvoir donc approvisionner en continu et réduire donc son encombrement en profondeur. Donc le Karakuri nous permet finalement de formaliser, on va dire, plus rapidement un produit minimal viable, de qualifier le besoin du client et de pouvoir se reposer la question, sommes-nous sur la bonne problématique? Ici, on a donc un tableau que je vous ai mis, qui est un tableau qu'on peut trouver sur le site toyotaglobal.com. C'est public. Il formalise et répertorie finalement les différents challenges qui se sont fixés d'année en année, notamment sur leur ligne de production et leurs équipements. Et on voit que à partir de 2007, ils ont commencé à se fixer le challenge d'avoir des équipements qui soient dépourvus d'énergie pneumatique. Alors on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est dans un souci énergétique, puisque c'est assez énergivore. On peut le voir aussi par la suite que finalement, dans les challenges, on a en 2011 le challenge de pouvoir réorganiser sa ligne en un week-end, dans le cas d'un nouveau modèle qui arrive sur la ligne, ou également d'un changement de takt time. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de pouvoir réimplanter une usine en un week-end. C'est inconcevable. Donc, ils ont ce challenge-là, et finalement le challenge de 2007 de supprimer l'énergie pneumatique, on peut imaginer que c'est dans le but de pouvoir obtenir une flexibilité sur les lignes importante. On a aussi en 2009 donc comment avoir des usines plus compactes. Donc tous ces challenges-là vont dans un seul... Alors, je vais vous présenter maintenant cette petite vidéo. Certains d'entre vous la connaissent. Donc c'est Econoito 2, vous pouvez la trouver sur internet. Et donc ça c'est une formalisation, on va dire, plus récente de Toyota par rapport à ces enjeux-là. トヨタは昔からなるべく動力を使わないで車を作る工夫をしています。からくり改善はその一つです。Alors regardez bien cet équipement là. Donc finalement, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une synchronisation de cette servante, qu'on appelle une dolly,
sur le véhicule, qui lui permet d'apporter ses parts, ses composants ainsi que ses outils à proximité. Et puis il y a un système de contrepoids qui permet d'assurer le retour automatique au véhicule suivant. Il explique que c'est fait avec un fil à pêcher le thon. すぐにうまくいくものじゃないんですよ。壊れたらもう一回もっと良くしようもっと良くしようっていうことでからくり改善をずっと継続していってできた時には非常にこう自分たちにとってやったな達成感がある。でさらにもう次をやってみようというようにな思いで作っています。エコの人9番、古井和彦。からくりってエコですよね。Voilà, donc il y a deux messages importants finalement dans cette vidéo. La première, c'est que en fait on fait du karakuri pour développer les gens, les engager dans une démarche de Kaizen, et donc on regarde le geste opérateur sur ligne. On essaye d'y apporter donc des solutions Kaizen, c'est-à-dire on regarde pas à pas les différentes problématiques et on essaye d'y apporter des solutions. Donc on développe ses collaborateurs autour de l'application de certains principes mécaniques simples finalement de nos grands-parents. De nos grands-parents, même anciens, plus anciens encore. Les contrepoids, les engrenages, les ressorts, l'arc-boutement. Tringlerie, tous ces systèmes-là, on les met en œuvre avec les équipes et on arrive du coup à les engager vraiment dans une dynamique de Kaizen. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est effectivement l'aspect environnemental. Donc, dans son challenge 2050, Toyota formule un souhait vraiment sur plusieurs axes, mais notamment par rapport à ces usines, d'avoir des usines plus compactes, facilement flexibles, et également d'avoir zéro émission de gaz à effet de serre dans sa production. Je reviens un petit peu sur la vidéo. Au début, je vous ai demandé de prêter attention au mécanisme qui permet de mettre la roue, vous voyez, sur le véhicule. J'ai lu un article qui doit dater de 6 mois, donc où il y avait un journaliste qui se voyait présenter les deux usines Takaoka 1 et 2, donc c'est deux usines japonaises. Et en visitant Takaoka 1, on y voit donc un robot à la place de celui-ci, un robot qui vient assembler ce pneu cette roue sur le véhicule. Et il met 58 secondes à faire cette opération. Et ici, donc à Takaoka 2, je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, il y a un karakuri de ce type, il met 17 secondes l'opérateur. Et donc, parmi plein d'autres choses, donc le directeur de production indiquait que l'une des raisons pour lesquelles ils n'arrivaient pas à descendre à un tact moins de 58 secondes, c'était à cause de ce robot. Donc ça vous donne une idée de ce qu'ils pensent de la robotique à outrance, et ils misent plutôt sur les gens et leur astuce pour comme vraie valeur. Voilà. Alors ça, donc je sais pas où on en est. Donc ça c'est un exemple aussi. Donc on l'a reproduit évidemment nous, mais on l'a vu pareil au Japon. Donc c'est un équipement qui permet de. Je vais lancer la vidéo déjà. Donc on l'a vu, on l'a reproduit presque tel quel au Japon. Donc c'est un équipement, vous avez vu, qui permet donc d'approvisionner un bac, donc des produits, en contournant par le dessus une allée. Voilà. Donc ça c'est un équipement qui finalement
permet finalement de diminuer les batchs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer donc la logistique à côté de la ligne de production. Et grâce à cet équipement, on va pouvoir avoir des lots, des batchs plus petits, avoir un flux avec une meilleure rotation, et donc du coup s'affranchir de la contrainte de franchir les allées pour pouvoir accélérer le flux. Donc ça permet du coup l'amélioration du flux tiré dans les usines. Ah oui, ça c'est une vidéo qu'on a pris à la volée donc dans un musée c'est Kaikan Museum au Japon, et c'est vraiment pour vous montrer la place que le Karakuri Kaizen occupe dans leur esprit. Je crois qu'au musée à Tokyo, il y a plus de 20% de l'espace qui est destiné au Karakuri. En plus, le Karakuri est génial. Là. Donc là, ici, il montre donc une situation avant, c'est-à-dire collecter les kits vides, livrer les kits pleins, du point de vue logistique. Alors, évidemment. Un Karakuri. Donc là, finalement, on a ce système assez astucieux d'aiguillage. Vous allez voir à quoi il sert. L'opérateur, en fait, récupère donc ces bacs orientés d'une certaine manière. Hop, vous avez vu, petite mise en picking automatique pour pouvoir quitter les pièces facilement. Donc il a ces bacs dos à dos, ce qui lui permet de quitter facilement. Et ensuite, on a un Karakuri qui permet de livrer les bacs donc orientés tels que le client finalement, c'est-à-dire l'opérateur sur ligne, le souhaite. Voilà, donc ça c'est le principe de positionnement du centre de gravité par rapport à un axe de rotation incliné, ce qui génère du coup le mouvement que l'on voit. On a aussi Toyota à Valenciennes, donc en France, qui nous gratifie aussi de Karakuri super astucieux, donc qui permet ici là de placer, de mettre en position le ciel de toit dans un véhicule. Alors ce que je vais faire du coup un retour sur les valeurs du Toyota Production System. Donc c'est vraiment basé sur l'amélioration des compétences grâce au développement des gens. C'est des petits investissements. On investit sur les gens et on développe leur capacité à améliorer la fiabilité de leurs équipements. Et ça a une vertu, engager le collaborateur dans l'amélioration de son équipement. Finalement, ça devient son équipement de production. Ça facilite quand même grandement la TPM. Donc également la réduction des émissions de CO2. Donc fabriquer des équipements bien conçus, c'est-à-dire qui répondent à un vrai besoin en faisant parler les méthodes et les gens de production. Et également donc faire face à un défi qui est l'avancement du départ en retraite, donc l'âge des collaborateurs. Ça c'est un problème qui est encore plus présent au Japon, mais qu'on rencontre bien sûr. Voilà. Donc là encore un petit exemple. Donc là ici, vous voyez, on parle en gain finalement de temps sur ligne, c'est vrai, mais il faut pas oublier que c'est pas une recherche de performance, c'est vraiment une recherche d'aller voir quel est le geste. Donc l'amélioration de la performance est une conséquence. Donc là, vous voyez, petite astuce. Ça, c'est des astuces développées par les opérateurs. Ça, des ingénieurs n'auraient jamais pensé. Et voici, là, donc ça, c'est un Karakuri assez typique. C'est un principe vraiment
facile à expliquer. On utilise le poids même la masse du contenant pour faire avancer le produit. Un autre point, effectivement, c'est que le karakuri, dans le karakuri, le conditionnement est important. Maîtriser son conditionnement, c'est un effort qui permet d'avoir des karakuris simples. Donc là, c'est un exemple pour illustrer. Et effectivement, là, on a des pignonneries, baladeurs de boîte de vitesse, ce genre de choses. Et finalement, on reste avec un karakuri simple. Voilà. Hop. Celui-là est moins simple. Alors notre compréhension du coup, puisque Toyota faisait des karakuri avant nous, hein, c'est que le karakuri, c'est vraiment un moyen de faire parler les méthodes et les opérateurs. Ça a pour but de rendre le travail plus facile et on développe les gens, on développe les gens d'abord et ça nous permet finalement d'améliorer nos produits ensuite. Voilà. Donc notre conseil, si jamais vous voulez vous engager dans la voie du karakuri, c'est une voie passionnante. C'est d'abord effectivement, il y a un mindset qui est finalement partagé par tous les intervenants d'aujourd'hui, qui est celui du lean, le lean où on respecte les gens et on cherche à faire du kaizen. Penser avec ses mains, effectivement, plutôt que de parler. Voilà, faut tester. C'est plutôt intéressant d'essayer de copier d'abord, copier dans le sens dupliquer pour apprendre. Parce que finalement le karakuri, c'est assez difficile de voir la complexité qui était nécessaire pour le réaliser. Parce qu'un karakuri, par définition, comme je l'ai dit, c'est simple, mais c'est difficile de faire simple. Et plus la problématique est complexe, plus difficile de faire simple. Voilà. D'essayer, de continuellement essayer. De deux choses l'une, soit on réussit, soit on apprend. Donc voilà. Un bon karakuri, c'est aussi celui dans lequel les mouvements sont contrôlés. C'est beaucoup plus beau à voir. On a plaisir à le voir fonctionner. Et puis c'est de se trouver un tuteur technique. Moi j'ai mon tuteur, j'assure le tutorat de mes gars et donc je vous conseille de faire pareil. Voilà. Un petit dernier pour la fin. Voilà, donc petit équipement qui permet de livrer un bac sans que la GV s'arrête. C'est intéressant. Et voilà. Donc des bons produits viennent d'une bonne réflexion et surtout voilà, de savoir où est le bon problème. Voilà. Merci à tous. Question ? On est à l'époque où on parle beaucoup de robotisation et de cobotisation pour aider les ouvriers dans leur manip. Là, vous présentez une approche totalement différente. Est-ce que les deux peuvent être compatibles et pourquoi aujourd'hui on se jette sur la cobotisation alors que des systèmes comme ça paraissent évidents ? Alors, les systèmes comme ça... Alors tout d'abord, il y a plusieurs questions. Ils sont compatibles, oui, on trouve des robots dans l'industrie. Ils sont très bons à faire des tâches répétitives et on va dire peu évolutives. Par exemple, donc c'est vrai que la présentation est très axée automobile. Pour ce qui est de la soudure des carrosseries, la peinture, on a des robots, il y a des robots partout. Par contre, pour ce qui est des lignes d'assemblage, et comme finalement c'est notre modèle d'industrie qu'on essaye de préserver en France et en Europe, un modèle dans lequel effectivement il y a toujours l'humain, c'est très important de garder finalement l'humain au centre de l'assemblage puisqu'il a plusieurs avantages, l'humain.
D'abord, il est capable d'apprendre, de révéler les problèmes. Un robot, ça, il ne détecte que ce que vous lui demandez de détecter. Donc, comment est-ce qu'on détecte un nouveau problème? Ça, c'est pas une mince affaire. Ensuite, il permet donc d'apprendre, hein, comme j'ai dit. Donc, un des enjeux majeurs auquel fait face notre industrie, c'est celui de la variabilité, la customisation. Donc finalement, la flexibilité de l'humain reste un avantage considérable. Donc, je dirais que la robotisation, on la voit surtout dans les médias en fait, mais pas vraiment sur les lignes. Il y a un troisième point auquel j'ai vu finalement aussi un troisième point, un troisième avantage en regardant un petit peu les publications de Toyota, de Daimler, Volkswagen aussi qui dit revenir de la robotisation. Ils ont testé, hein, et puis ils se sont cassés les dents dessus. C'est qu'un robot, ça prend la place pour faire une tâche donnée, alors qu'un humain, c'est bien plus versatile dans le sens on peut faire beaucoup plus de choses en étant humain. Également, je sais pas si vous connaissez l'usine Numi. C'était une usine qui était une joint venture avec General Motors aux États-Unis et Toyota, et donc qui était la pire des usines, on va dire en termes de performance de production. Et quand Toyota ils ont donné cette usine-là à Toyota quand ils ont fait leur joint venture, et au bout de 5 ans, c'est devenu la meilleure. Et ben maintenant cette usine-là, il y a marqué Tesla dessus. Et Elon Musk, il a des difficultés à produire des véhicules en qualité. Il se rend compte que ces robots ont du mal à apprendre. Voilà. Donc, je vous laisse vous faire votre idée. D'autres questions? Beaucoup de gens connaissaient les Karakuri avant? Qui connaissait bien les Karakuri? Vous en connaissez déjà? Quelques-uns, oui. Moi, je vous invite effectivement comme dit Florent, à essayer d'approfondir un peu la question. Il y a pas mal de films sur YouTube sur les Karakuri, peut-être un petit peu plus long que ce que vous avez vu ici. Là, je pense que ça vaut le coup de réfléchir sur ce que c'est vraiment et à quoi ça sert, et en quoi effectivement ça peut parfois remplacer des robots, en tout cas aider les gens à faciliter leur travail. Ça, c'est clairement le premier objectif. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au dernier spot. Merci à tous.